Bienvenue dans le ZCL News. Nous sommes avec vous comme d'habitude jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on va commencer tout à l'heure avec deux agro-start-upers. On va parler de Juliette Ferdinand, bonjour. Bonjour. Et Loïc Bourdi, bonjour. Bonjour. Ils participent au concours Green Start que la région a lancé. Et ils vont présenter leur projet dans un instant. Un peu plus tard, on va recevoir Evelyne Andima. On va parler avec elle d'entreprise, comme chaque mardi. Corinne Doussa sera aussi avec nous, c'est un auteur. Et on va terminer avec Alan Torinius et Jean-Marc Sansiquet, puisque c'est le 60e anniversaire de l'USR, Union sportive régionale de football dans la région de Sainte-Rose, Union de Sainte-Rose. Voilà. Sinon, l'actualité, ce sont les ateliers d'hydrogène. On en parle beaucoup. Il y a eu un atelier là-dessus. Et donc, c'est la transition énergétique. On va en parler tout à l'heure avec le reportage de Maxime Morel. Si on a le temps, on fera un petit tour sur l'intervention de Macron, mais enfin, il n'y a pas rien de nouveau. Hein. Et tout le monde dit que c'est une intervention qui n'a pas retenu l'attention des Guadeloupéens, des Français, de France non plus. Expérimentation, programme à venir au Collège d'Excellence Sportive. Charlie Dagonia était sur place. Et puis, il y a eu un marché d'opus pour les collectionneurs saint-anais avec Olivier Moradel. Et puis, si on a le temps, on va faire danser un petit moment avec Typical Prissé qui fait une tournée en France. Alors, je vous l'ai dit, nous recevons régulièrement des jeunes agriculteurs, des jeunes agro-start-upers qui lancent des projets dans le cadre du concours qu'organise la région. C'est la 2e édition. Il y a 2 ans, avant la pandémie, nous avions reçu une quinzaine même de jeunes agriculteurs. Et donc, chaque semaine, nous en recevons. Alors, Juliette Ferdinand, elle va s'installer à Bémao. Oui. Elle n'est pas encore installée. Elle a un projet qui s'appelle Happy Rhizosphere. Oui. Explication, qu'est-ce que c'est exactement? Le projet au Happy Rhizosphere. En fait, la rhizosphère, c'est la partie du sol qui est en contact directement avec la plante. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Happy Rhizosphère, parce que si la rhizosphère est contente, les plantes sont contentes. Donc, mon projet Happy Rhizosphère, c'est un projet d'installation afin de créer la première ferme en lombriculture autonome en Guadeloupe, accompagnée d'un jardin créole. Donc, j'ai pour projet de produire et de conditionner du lombricompost et des... Qu'est-ce qu'on appelle lombricompost? Lombricompost, c'est du compost réalisé par les vers de terre. Donc, c'est de la matière végétale ou de la matière animale. Donc, moi, j'ai choisi du crottin de cheval que les vers de terre vont manger et digérer et transformer afin de de donner une matière fertilisante qui est utilisable en agriculture biologique ou en agroécologie. Donc, vous voulez faire du bio? Oui. Et qu'est-ce que vous allez planter, enfin cultiver? Je vais cultiver des plantes principalement aromatiques qui vont me servir à réaliser les préparations pour purin prêt à l'emploi. Et aussi, ma production principale, ce sera le lombricompost. Le lombricompost que vous allez vendre alors? Oui, c'est à destination des agriculteurs. Moi, non, vous-même, vous ne faites pas de l'agriculture, si je comprends bien? Non, je suis, pour l'instant, pas encore. Je ne fais pas de l'agriculture. Installé, oui. Je ne suis pas encore installée. Je suis ingénieure en développement agricole. Oui. Donc, je développe des protocoles agricoles pour un privé. Et avant, j'étais conseillère en agriculture biologique. Donc, j'accompagnais les agriculteurs à transitionner, soit à transitionner ou soit à développer des techniques alternatives pour pouvoir enrichir leur sol ou développer plus de rendement dans leur parcelle. Qu'est-ce qui vous a mis qu'est-ce qui vous a branché sur l'agriculture? Ça vient depuis toute petite parce que mon grand-père, il est agriculteur en République dominicaine et ma grand-mère aussi, elle a un grand jardin créole chez elle. Oui. Donc, j'ai toujours été très proche d'eux et toujours les mettre dans la terre depuis petite. Et aussi, de par mes expériences professionnelles, comme je disais, le fait d'accompagner les agriculteurs et vraiment d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir les aider à avoir des pratiques éco-responsables qui vont aider à régénérer le sol ou juste produire des aliments plus sains pour la population, c'est ce qui me motive.
Et comme on dit, vous avez la main verte? Bien sûr que j'ai la main verte. Oui, Non, oui. c'est pas... Ici, j'ai apporté du qu'est-ce que vous avez lombricompost. emmené, Oui, qu'est-ce que vous avez emmené, le là? lombricompost C'est qu'on a lombricompost? fait. Oui, là, Oui. c'est du lombricompost sec, donc il n'y a pas de vers de terre dedans. Oui, Mais oui, c'est du lombricompost qu'on a fait. d'accord. OK. Et vous pensez vous installer dans combien de temps? Je commence maintenant à faire toute l'étude du projet et j'espère pouvoir, d'ici 2 ans minimum, m'installer, oui. Parce que ça prend du temps, le processus d'installation pour les jeunes agriculteurs. Pour le lombricompost que vous faites, il faut beaucoup d'espace pour ça? Ça dépend de la quantité qu'on veut produire, vu que je veux vraiment beaucoup produire pour vendre aux agriculteurs ou peut-être à terme aux jardiniers ou aux particuliers. Il me faudra beaucoup d'espace. J'ai prévu de m'installer sur 2 hectares à 3 hectares pour la partie jardin créole et la partie lombricompostage. D'accord. Aujourd'hui, le jardin créole, qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est la dernière question. Ah, on trouve beaucoup de choses. On trouve des arbres fruitiers, des fleurs, des plantes aromatiques, des vivres aussi. Moi, je vais me concentrer sur tout ce qui est aromatique parce que ce sont les plantes qui ont le plus de propriétés à l'intérieur et qui peuvent être transformées pour amender le sol. C'est ça mon but. Mais on trouve vraiment beaucoup de choses dans les jardins créoles. OK. Alors, je pose la question à Loïc Bourdi. Est-ce que vous allez demain commander du lombricompost? Bien sûr, si ça permet d'améliorer mon sol sans y apporter d'intrants chimiques. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, déjà félicitations à Juliette pour ce projet-là. Et je pense que c'est un projet qui nous aidera en tant qu'agriculteurs. Et je pense que ça aidera surtout à nous enlever une masse de travail, puisque comme elle l'a dit, dans l'agriculture bio, c'est un procédé qui est utilisé, mais qui est quand même assez prenant et que ça prend assez de temps. Donc, alors, votre projet s'appelle les planches d'Abdon. Pourquoi ça s'appelle les planches d'Abdon? Oui, alors moi, c'est les planches d'Abdon parce que c'est plus un objectif final, j'ai envie de dire, quand tout sera en place. C'est de pouvoir proposer sur mon exploitation, qui est un lieu atypique en pleine campagne. Alors, vous êtes à Sainte-Année? Je suis à Vous êtes déjà Sainte-Anne. installé? Je viens de m'installer, mais c'est un terrain familial, donc c'est un terrain que je connais Sur depuis... combien d'hectares? Sur 4 hectares et demi. 4 hectares. Et du coup, j'ai pu déjà faire mes expériences et je suis installé depuis récemment, quoi. Oui. Très récemment. Et vous comptez quel type de production vous allez développer? Alors, je suis en polyculture élevage, principalement en production animale. Je fais du caprin pour la viande et la production, la transformation laitière aussi. Du porc en semi-liberté pour, pareil, pour la viande, pour la transformation charcutière et aussi pour la vente de porcelet. Et j'aurai un petit volet aussi pour faire de la volaille, pour la production d'œufs, pas beaucoup, hein, juste pour l'exploitation. Et des chapons et des poulardes pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Ça, ce sera plus ponctuel. Alors, je suppose que vous savez qu'on vole beaucoup de cabris. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour pouvoir surveiller votre... parce qu'il y a maintenant des applications qui permettent même de... Ben justement, on a la chance d'avoir un start-upper guadeloupéen, hein, je ne sais pas si je peux le citer, MyDitech. Oui. En tout cas, moi, j'ai l'intention de travailler avec eux parce que, pareil, hein, pour la vivabilité du métier, si on doit être sous l'exploitation tous les jours pour surveiller, oui. Je pense qu'aujourd'hui, si on s'appuie sur des start-upers comme eux, oui. on peut, grâce à notre téléphone, piloter une exploitation. Être viatif. Exactement, faire le contrôle et ça peut aider même à plus au niveau de... Alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais une tendance. J'ai le sentiment maintenant que de plus en plus, c'est le bio qui prend le dessus. Oui, bon, après, il ne faut pas oublier que le bio, ça reste un cahier des charges. Hein. Nos grands-parents faisaient exactement comme le bio, sauf qu'ils n'avaient pas de... Ils ne savaient pas que c'était du bio, ça ne s'appelait pas encore bio. Oui. Moi, de mon côté, je ne m'installe pas en bio, surtout pour la production animale, parce que c'est un choix. Oui. C'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir
parce qu'en Guadeloupe, on ne produit pas d'aliments pour nos animaux. Donc, Voilà, c'est ça. c'est assez compliqué de se prétendre bio. Oui. Par contre, je sais que je travaille avec des agriculteurs pour récupérer des coproduits qui sont issus d'une agriculture propre, parce qu'elle n'est pas forcément bio, mais en tout cas, elle est propre. Et ça me permet de pouvoir suivre un cahier des charges qui est presque celui du bio. Alors, donc, au niveau de la qualité, ce sera presque du bio. Du bio. Sur la partie végétale, vous ferez quoi? Des agrumes Alors, sur la partie végétale, il faut savoir que je suis dans les grands fonds. Je m'installe sur 4 hectares et demi, mais j'ai pratiquement 1 hectare qui est en forêt. C'est 1 hectare qui serait perdu si j'étais seulement en production animale. Hein. Donc, je me suis lancé dans l'agroforesterie. En ce moment, par exemple, je suis en formation vanille et cacao. Et je me rends bien compte que le terrain des grands fonds est propice à cette production. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des productions qui pourront être, pourrait avoir une interdépendance entre les productions. Je donne un exemple aussi. Si je fais du lait et je fais de la vanille, ben, je pourrais faire du yaourt à la vanille, par exemple, sur mon exploitation. Vous voulez faire vraiment jusqu'à la transformation? Ah oui. Alors, j'ai pas fini d'expliquer le projet. Donc, oui, allez-y. Les planches d'Abdon, ce sont des planches apéritives qui seront proposées sur l'exploitation. C'est ma production qui sera transformée, valorisée grâce à un atelier de transformation pour avoir la traçabilité. Oui. J'ai aussi un diplôme de boucher, donc ça me permet vraiment de pouvoir faire la boucle. Et l'aspect traçabilité est aujourd'hui très important pour moi, puisque il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui font de très bons produits. Mais malheureusement, on n'arrive pas à pousser ça pour pouvoir commercialiser en grande surface, par exemple, et avoir vraiment la traçabilité. J'insiste sur ça parce que ça me tient à cœur. Vous avez suivi une formation avant de vous lancer dans l'agriculture, mais vous faites ça de façon traditionnelle, comme papa et maman l'ont fait Alors, je suis passionné d'agriculture parce que mon grand-père était agriculteur, il était éleveur. Et c'est depuis 2009, les événements d'El Capi, que je me suis vraiment intéressé à ça. Donc j'ai passé mon diplôme en 2011, mon BPREA. Mais depuis, il faut savoir que tout ce que je fais, c'est pour ce projet-là. C'est un projet que je mature aussi, il faut expliquer le langage boucher, hein, puisque c'est un projet qui a été le même, mais qui a gagné en qualité avec les années. Donc aujourd'hui, toutes mes formations, tout mon parcours est vraiment voué à ce projet-là et je pense que c'est pour ça que je m'installe. Je me suis installé depuis peu parce que je pense être prêt aujourd'hui à travailler, à mettre les choses en place. Si je vous écoute bien, votre projet, c'est presque un projet industriel? Non. Vous soyez bien industriel parce que si vous allez jusqu'à la production le yaourt, pour faire du yaourt, c'est quand même une chaîne. Hein? Non, ça reste une production artisanale puisque je suis sur une exploitation de 4 hectares et demi. Mais ne voulant pas mettre forcément mes yeux dans le même panier, l'idée c'est de pouvoir avoir une entrée d'argent mensuelle, voire hebdomadaire. Oui, bien sûr. L'agriculteur, je prends quelqu'un qui est en monoculture, je prends l'exemple de la canne. Ah oui, la monoculture aujourd'hui, c'est pas l'avenir. Il gagne de l'argent une fois par mois. Pour la canne, gagner de l'argent, c'est beaucoup dire, mais il a une entrée d'argent. Il ne gagne pas beaucoup. Il ne gagne pas beaucoup. S'il gagne, il ne gagne pas beaucoup. Donc, c'est vraiment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Par contre, effectivement, c'est pour ça que je parlais de la start-up MyDtech, en s'appuyant sur une start-up comme ça et pour pouvoir mieux organiser son travail, on peut dégager plus de temps et là pouvoir aller sur plusieurs productions et même dégager un petit peu de temps pour aller à la plage aussi, parce que l'agriculture, on a besoin de ça. Quand il n'y a pas de sargasses à Sainte-Anne. Quand il n'y a pas de sargasses à Sainte-Anne, mais notre mère fait un très bon travail, donc ça va. Alors, vous êtes quand même conscient que les grands fonds, c'est une réserve biologique, biosphère extraordinaire, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, vous savez ça? Je sais très bien ça. Et donc là, c'est pratiquement presque un petit paradis pour les Sainte-Annais. En tout cas, moi, c'est mon havre de paix quand je suis sur mon exploitation. J'ai été élevé à Pointe-à-Pitre. Et dès que j'ai l'opportunité, je vais à Sainte-Anne, même quand je ne travaillais pas encore. C'est vraiment mon havre de paix, mon exploitation. Donc, alors, je pose la question à vous deux parce que c'est quelque chose qu'on entend quelquefois. On dit que les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent. Sachant qu'on a une agriculture qui est un peu différente de ce qui se faisait avant. Ce que les parents faisaient. Ce que les parents faisaient. Bon, aujourd'hui,
comment dire, avant, si l'agriculture c'était considéré comme une voie de garage, aujourd'hui on a des ingénieurs qui arrêtent ce qu'ils font pour devenir agriculteurs. Par exemple, je prends l'exemple de Juliette. Bon, elle est déjà dans le domaine agricole, mais je parle, il y a beaucoup de jeunes au lycée agricole encore, oui. Il y a beaucoup de reconversions, de gens qui ont travaillé dans tout autre domaine et qui reviennent à la terre, comme on dit. Ça veut dire que la Guadeloupe va maintenir son cap agricole? Ah oui, ça, pour le coup. On n'a pas le choix, même pour l'autonomie du pays. C'est vers ça qu'on doit se tourner, je pense. Parce qu'on parle beaucoup aussi, je déborde un petit peu, mais volontairement, de l'autonomie alimentaire pour la Guadeloupe, pour Jardin, nous pas si bateau, comme on dit. Alors, il y a beaucoup de... je ne sais pas si c'est aujourd'hui le jour de ce débat-là, mais bon, les avis sont un peu mitigés. Personnellement, j'y crois pas trop, en fait, à l'autonomie alimentaire. Ah, vous n'y croyez pas? J'y crois pas trop. Par contre, on peut se dire... à peine 370 000 personnes. Oui, mais j'y crois. Je vais y croire quand... J'ai pas envie de parler de politique, mais quand la politique va jouer le jeu aussi, puisque bon, on peut pas parler d'autonomie alimentaire quand la plus grande partie des surfaces agricoles utilisables, ce qu'on appelle les SAU, et en banane et en canne. Ça produit pas, ça nourrit pas l'agriculteur, notamment pour la canne, et encore moins le Guadeloupéen. Donc, si la plupart... Il faut changer de logiciel. Mais oui, il faut changer d'orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une génération qui s'intéresse à l'agriculture. Donc, par rapport à cette transition, je pense qu'il y aura plus de jeunes qui ne vont pas s'installer en canne, mais vont réduire la surface cannière, par exemple, et partir sur de la polyculture. Donc c'est possible alors l'autonomie? C'est possible, si vraiment toute la boucle rentre en jeu. C'est quelque chose de tout à fait possible. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Juliette, qu'est-ce qu'elle en pense, Juliette? Oui, je pense que c'est possible, mais à très long terme. Et comme il disait, si tous les acteurs se mettre d'accord pour pouvoir faire que ce soit possible. Oui. Mais il faut le dire, ça. Alors, on le dit, hein, mais petit à petit, on voit que nos politiques essaient de nous aider. Ben, la preuve, c'est la région Guadeloupe qui organise ce concours-là. Donc, je pense que c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir nous aider à mettre cette fameuse autonomie en place. Il faut se dire que ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, si tout le monde joue le jeu, parce que produire des bananes, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais si les bananes ne produisent pas les Guadeloupéens, ou bien ne nourrissent pas l'agriculteur, ou la canne, surtout la canne... Je signale quand même, M. Bourdi, que je vois dans les supermarchés des bananes séchées qui viennent de Colombie ou d'autres pays. Alors que nous n'y bananes ici. Nous n'y bananes, nous n'y agrotransformateurs qui a fait bananes séchées. Et voilà, donc des fois, c'est à les autres qui meillent. Après, je parlais de traçabilité. C'est un volet qui est quand même important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens sur le marché qui vendent du sirop, qui vendent de la confiture, mais ça n'a pas été fait dans un atelier. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas se permettre de vendre ça dans un commerce adéquat. Et sans traçabilité, voilà, c'est dur. C'est dur. Pourtant, le produit peut être très bon, propre, bien fait, mais malheureusement, n'ayant pas de traçabilité, la commercialisation ne peut pas être poussée et même l'export. Alors qu'on a la possibilité, hein, puisqu'on arrive à exporter autant de bananes. Donc on peut exporter autre chose. Alors, il y a un dernier problème quand même, je vous pose tous les deux la même question, ce problème des terres à mettre à disposition. Alors, vous avez eu la chance, c'est pas un héritage familial. J'ai la chance de pouvoir travailler sur... Est-ce que Juliette voit cette chance, non. Mais je pense que aussi il faut bien se faire accompagner pour pouvoir monter les dossiers les dossiers d'installation. Donc je pense que le concours va me permettre de faire ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est une question qui revient et qui est un peu chaude. Qui revient souvent. Oui, surtout ces temps-ci, oui. Bien. Ben écoutez, je vous souhaite à tous les deux bonne chance. Est-ce que je peux en profiter pour faire un petit appel aux Guadeloupéens? Allez-y. Je fais aussi partie des syndicats des jeunes agriculteurs et vous parlez d'un problème de foncier qui est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui regardent Canal 10, hein, c'est télé en nous. Et il y a beaucoup de particuliers qui ont des fonciers et qui ne savent pas forcément... Rien, voilà, et ils ne savent pas forcément qui j'en peux mettre à disposition un jeune
alors qu'il y a un jeune qui a de très belles projets comme ça, quand Juliette et moi-même. Donc, les Guadeloupéens qui ont des petits bons fonciers, rapprochez les autres du syndicat des jeunes agriculteurs. Tout à fait. Nous allons essayer de mettre en place un système pour que ils peuvent mettre à disposition terrain à autres sans forcément perdre en cas de perdre parce que à cause des bails qui ne sont pas forcément bien ficelés, effectivement, il y a un risque de ce que sans compter ceux qui vendent pour les étrangers. Oui, ça ne nous va pas parler de ça, mais bon, effectivement. Ça aussi, c'est un problème. Hein? Si nous voulons aussi arriver à une certaine autonomie alimentaire, il faut que nous passions par là. Parce qu'il y a un terrain qui est géré par la Chambre d'agriculture. Oui. Il y a une terrain que la SAFER aussi, conseil départemental, tout ça. Mais il ne faut pas nous oublier qu'il y a une grande partie de la fonds agricole qui est détenue par des privés. Là, qui l'a gaspillé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a baillé ou qu'on a 21. On peut faire un contrat, tout simplement marquer le contrat là que le terrain là s'empêche de vendre les barres. Pourtant, ou qu'elle a une chance de travail. Tout à fait. Et peut-être que ça qui baille de quoi peut acheter un terrain après, travailler avec le département et tout ça. Donc, mais respect que mon tanzon, j'autre écouté là, j'autre ça Loïc dit si on était là, il pas fait rien, pour petit monde ne veut pas occuper d'elle ou bien grand-papa là ou grand-maman là, j'ai allé et puis t'es là ben voilà les syndicats des jeunes agriculteurs. En tout cas, merci de venir à autres. Merci, bonne chance. J'espère que vous avez gagné, puis que nous tout plaisir à vous trouver les autres ici pour les autres. Oui. Bon, nous moi, excuse-moi pour ça. Qui ça passé. Alors, vous pour ça. 12h51, nous quand on vient à l'actualité de Tibouin, ben, tu ne croyez pas de notre problème encore, le problème de l'hydrogène en question. Tenir des ateliers, Maxime Morel était devant. On regarde son reportage. L'objectif de cette journée, c'est vraiment de montrer déjà l'état d'avancement du déploiement de l'hydrogène dans les Outre-mer, particulièrement en Guadeloupe, mais aussi ce qui se fait par ailleurs dans l'Hexagone. Et vraiment de faire un zoom, bien sûr, sur la Guadeloupe, sur les projets qui ont démarré, qui émergent. Il y a un fort dynamisme et d'accompagner ce mouvement, de montrer que l'hydrogène, c'est pas quelque chose pour demain ou après-demain. Les solutions technologiques existent. Ça a vraiment un sens pour contribuer à la transition énergétique et d'un point de vue économique. Et donc vraiment, voilà, c'est de donner un coup d'accélérateur et de aussi impliquer le territoire, les collectivités, en espérant que ça fasse vraiment émerger une stratégie régionale pour la Guadeloupe sur l'hydrogène. Notre but et notre objectif, notre obligation, c'est de transformer cette énergie carbonée en énergie décarbonée. Et en cela, l'hydrogène comme vecteur d'énergie est particulièrement intéressant. Donc nous avons commencé à travailler sur ces sujets-là. Nous avons recruté, il faut savoir que nous avons recruté des ingénieurs et des gens extrêmement compétents, des chercheurs extrêmement compétents dans ces domaines. Et nous travaillons alors avec d'autres partenaires, bien entendu, avec la région, avec d'autres industriels en partenariat pour développer l'hydrogène en Guadeloupe, mais aussi sur les autres territoires. L'hydrogène, c'est un vecteur extrêmement intéressant dans le cadre de la transition énergétique. On est sur des territoires, en particulier en Guadeloupe, qui sont riches en énergie renouvelable. Ça peut être le photovoltaïque, ça peut être l'éolien. La question, c'est de savoir comment on l'utilise, comment on le stocke. Ce vecteur hydrogène, c'est une brique, une clé qui permettra effectivement de mieux utiliser, de davantage utiliser l'énergie renouvelable qu'on peut produire sur le territoire. C'est pas une solution miracle. Dans le domaine de l'énergie, malheureusement, l'énergie miracle, on n'a pas trouvé encore. L'hydrogène contribue à la transition énergétique en complémentarité avec l'électricité, l'énergie renouvelable. Vraiment, le but, c'est la décarbonation de l'économie avec un objectif fixé à 2050. Avant, si on y arrive, mais c'est déjà ambitieux à 2050. Et en fait, l'électricité seule n'arrivera pas à tout faire. Tout ce qu'on arrive à électrifier pour éviter les émissions de CO2, tant mieux. L'hydrogène va finalement contribuer en complétant à décarboner, en décarbonant ce que l'électrification directe ne parviennent pas à faire. Voilà, c'était donc la première séquence du ZCL News. On s'arrête là pour l'instant, puisque dans un instant, on va revenir avec Emeline Adimar sur les leçons du chef d'entreprise qui peut tirer de son bilan annuel. Vous savez, c'est une entreprise est obligée chaque année de faire un bilan, de tirer un bilan par des experts comptables, et puis après, on vous donne un petit document d'une centaine de pages selon la grosseur de votre entreprise, et vous devez pouvoir en tirer des conséquences, savoir
quelle orientation donner à votre entreprise. C'est tout de suite après la pause. Je vous remercie d'être avec nous jusqu'à 14h. Tout de suite. Voilà, il est exactement 13h07 et Emeline a démarré déjà là. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour les téléspectateurs. Avec elle, on va parler dans un instant des leçons que le chef d'entreprise peut tirer d'un bilan. Alors le bilan, vous savez, c'est un document qu'on vous remet quand vous avez une entreprise. L'expert comptable se penche sur tout ce que vous avez fait comme dépenses, recettes, etc. Et si votre entreprise est en train de couler, vous voyez ça tout de suite dans le bilan. Et si l'entreprise se développe, on le voit aussi dans le bilan. On revient très rapidement sur un petit extrait, vraiment un court extrait de l'intervention de Macron. Intervention qui n'a pas été très appréciée. Elle a été très regardée en France. Près de 15 millions de spectateurs français ont regardé. Vu l'heure à laquelle c'est passé en Guadeloupe, je pense qu'il est fait le plein. En tout cas, qu'on examine politiquement, Macron reste campé sur ses positions. Il a sa position pour le développement de la France. Et bien sûr, ça nous implique directement. Mais sur la question des retraites, il n'est pas revenu. Il a simplement proposé aux chefs d'entreprise et au MEDEF, aux responsables d'entreprise et aux syndicats de les rencontrer. Je crois qu'il y a des rencontres qui sont prévues depuis aujourd'hui. Mais globalement, que ce soit à droite ou même dans son camp ou même à gauche, cette intervention, globalement, n'aura servi à rien, sauf qu'il a ici donné, on va dire, on va appeler ça peut-être un sursis de 100 jours, puisqu'il propose que jusqu'au 14 juillet, à partir du 14 juillet, que les Français et lui puissent refaire un nouveau bilan. Est-ce que d'ici là, la France va se calmer? Puisque depuis hier, il y avait des manifestations un peu partout, les gens sont mécontents, et malheureusement, pour les Français, la retraite, la réforme de la retraite est passée, 49.3 plus ce projet. Aujourd'hui, la France, au bord d'une crise politique, ce n'est pas encore une crise sociale à 100%, puisque le mouvement s'est calmé. Il y aura une grande manifestation unitaire le 1er mai en France depuis la libération. Ça ne s'était jamais fait. Toutes les organisations syndicales seront réunies. Que va-t-il se passer? Mais on compte résultat dans quelques semaines. On regarde un petit peu l'extrait de Macron, c'était hier. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. C'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre, face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses, de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des prix pèse sur nos vies quotidiennes. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la justice. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Reconstruire et retrouver l'élan de notre nation. Ne rien céder aux divisions et au contraire, tenir ce cap pour notre indépendance au service de cette idée de la justice si française et ouvrir ou reprendre pour cela 3 grands chantiers. D'abord, le chantier du travail. Le deuxième chantier est celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique. Le troisième chantier, enfin, est celui du progrès. Progrès pour mieux vivre. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces 3 chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine.
Ces 3 chantiers doivent nous rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France. Voilà, c'était Macron en direct hier à la télévision française. Et donc, il disait ce qu'il avait à dire. Et comme je vous l'ai dit, ça peut changer grandes affaires pour nous, pour au-delà. Alors, par contre, ce qui va changer quelque chose, c'est pour les chefs d'entreprise qui ont leur bilan, le générique d'Emeline, et on revient tout de suite sur le contenu. Rebonjour Emeline. Rebonjour Danny. Alors je disais tout à l'heure que le bilan annuel pour une entreprise, c'est un outil indispensable. Oui, tout à fait. C'est un outil de gouvernance, en fait, surtout de gouvernance, mais on va dire qu'il faut toujours nuancer. Pourquoi ? Parce que le bilan, comme je l'explique déjà depuis fort longtemps, c'est une image du passé. Lorsqu'en général on va le présenter au mois d'avril, on va faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2022, mais pour autant en fait on doit l'utiliser pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir et voir effectivement comment mieux gérer. Alors c'est vrai que bientôt on va avoir les clôtures avec l'obligation des dépôts de CA12 par exemple pour les personnes qui ont des TVA annuels, mais c'est surtout l'occasion en fait pour les dirigeants de pouvoir discuter avec leur expert comptable du devenir de leur structure. Mais quel est le principal intérêt pour le chef d'entreprise d'avoir un bilan ? Alors, l'avantage du bilan... De le comprendre, mais surtout de le comprendre. Oui, c'est surtout cela lui permet de savoir quel est le patrimoine, donc ce que détient la société comparativement à ce que doit la société. Alors, trop souvent, malheureusement, on ne s'y attache pas vraiment. Le dirigeant, ce que je constate de mon expérience personnelle, c'est que le dirigeant, il travaille dur, il sait qu'il se lève pour ce qu'il a à faire, qu'il a des objectifs bien calibrés, mais en général, il ne porte pas forcément une attention particulière à la structuration patrimoniale de la société. C'est aussi, étant donné que le bilan est l'outil aussi de discussion avec les partenaires financiers, avec la banque et autres, il vaut mieux effectivement savoir ce qu'on va y trouver pour ne pas avoir trop de surprises et aussi pour comprendre la posture que va adopter la banque concernant ce bilan. Donc c'est surtout en fait une solution d'analyse des performances, mais aussi de la stratégie à venir à adopter en fonction de la composition même du bilan. Il faut savoir que ce bilan, il est obligatoire pour certaines sociétés. Alors, très souvent, on en parle aussi. On parle des SAS, des SASU. Mais toutes ces sociétés-là ont l'obligation de déposer leurs comptes annuellement, notamment au niveau de l'administration fiscale, par voie dématérialisée de préférence, parce que c'est beaucoup plus facile, on va dire, à établir. Mais même si, en fait, la SASU n'a pas fonctionné, même s'il n'y a pas eu d'activité, il faut penser à déposer le bilan parce que désormais, effectivement, il va y avoir aussi des pénalités pour absence de dépôt. Alors, pour en revenir toujours à la question, à quoi il sert ce bilan, on le présente donc à la clôture de l'exercice et en fait, il retranscrit l'ensemble des opérations comptables de l'exercice, mais surtout, on va devoir le disséquer et c'est surtout comprendre en fait à quoi sert chacune des parties, parce que sur le bilan en général, on aura le bilan en tant que tel. On dit bilan généralement gavaudé en fait, ce sont les états financiers, mais on a le bilan, on a le compte de résultat. Très souvent, on aura les soldes intermédiaires de gestion, les annexes comptables, et c'est l'ensemble de ces éléments qui constituent les états financiers, en fait. Oui. Et donc, un bilan, il y a des parties actifs et passifs. C'est ça, tout à fait. Le bilan pris à part, c'est l'actif et le passif. L'actif revient sur ce que l'entreprise possède. Alors, on a l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, ça constitue l'ensemble des immobilisations. Alors, il y a certaines sociétés qui sont propriétaires de murs, voilà, qui ont du mobilier, par exemple. Si jamais on regarde Canal, on a le mobilier ici, on a la climatisation, on a les agencements. Tout cela, en fait, ça constitue l'actif immobilisé, tout ce que la société possède. Ensuite, on a les actifs circulants. Très souvent, ça va revêtir une certaine importance, notamment dans les sociétés de nature commerciale. Parce que dans l'actif circulant, on va retrouver très souvent les stocks, on va trouver les créances clients, donc ce que les clients nous doivent, on va trouver
toute cette composante en fait qui à court terme peut fluctuer. Pourquoi c'est important? Parce qu'il peut y avoir certaines sociétés qui ont un actif circulant important, donc des stocks considérables, mais dedans il y a des stocks morts, donc des stocks qu'on ne pourra pas vendre. Il faut savoir que lorsqu'on parle de stockage, il faut vérifier si les ratios de stockage sont eux suffisants. Donc on va analyser cette partie-là. Et ensuite, le dernier point qu'on va retrouver dans l'actif circulant, et non des moindres, ce sont les disponibilités. Donc c'est la trésorerie dont la société dispose. Face à ça, face à l'actif, il y a le passif. Effectivement, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Et dans le passif, on va retrouver les capitaux propres. Alors, ils sont en face de l'actif immobilisé, mais c'est quoi les capitaux propres? Les capitaux, c'est ce que les actionnaires ont apporté, ou du moins plutôt ce que la société doit aux actionnaires. D'accord. Parce que très souvent, on va retrouver les réserves, les reports à nouveau, donc tout ce qui résulte des résultats antérieurs passés et que normalement la société doit reverser aux actionnaires. Mais très souvent, ce résultat a servi parfois à financer de l'actif immobilisé. Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, ce résultat-là ne peut pas être distribué parce qu'il n'est pas liquide. Donc on ne le retrouve pas dans la partie active. Donc en fait, c'est un jeu de compréhension des différents enjeux qu'il y a au niveau du bilan. Ensuite, on va retrouver les provisions pour risque. Donc là, c'est lorsqu'on appréhende toute la partie liée à, je ne sais pas moi, il y a un contentieux en cours, un litige prud'homal. Donc on va provisionner le fait qu'il y a une chance qu'on ait une somme à décaisser, qui soit certaine. Et enfin, on a les dettes. Donc là, c'est la partie bas. On va parler du passif circulant. Donc les dettes URSSAF, dettes CGRR, dettes mutuelles, dettes prévoyance, dettes fiscales. Assurance aussi. Alors non, les assurances, c'est plus une charge, mais il peut y avoir effectivement une dette d'assurance qui va apparaître donc, dans les comptes fournisseurs. En gros, ce sont les grandes masses qu'on va retrouver au niveau du bilan. Ensuite, pour ce qui est du compte de résultat, là, comme on en parle toujours, on va analyser le flux du chiffre d'affaires, donc des produits de l'exercice, comparativement aux charges de l'exercice. Et alors, quelles sont les données qu'il faut observer nécessairement dans son bilan? Alors, de manière générale, il faut toujours que le dirigeant interroge son expert comptable, son expert comptable j'espère, sur la situation de son fonds de roulement. Alors c'est un terme qu'on entend très souvent, mais le fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait de la société à dégager de la trésorerie. Donc en fait, on va comparer les capitaux propres détenus par rapport aux actifs immobilisés. Et il s'avère que si ce fonds de roulement est négatif, cela veut dire très certainement que la société n'a pas assez de trésorerie pour pouvoir faire face à l'ensemble de ses obligations. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu très certainement des choix qui auront été faits d'immobiliser au travers de local, de construction, etc. pour la société, mais ce sera des choix qui peut-être peuvent tirailler le dirigeant dans le cadre de son fonctionnement quotidien. Donc il aura peut-être immobilisé, mais ce n'était pas forcément la bonne décision. Ensuite, on va observer le besoin en fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, là, c'est lorsqu'on compare l'actif circulant comparativement au passif circulant. C'est ce que je disais tout à l'heure là, entre le stock et les créances clients et les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales. Une entreprise, quand elle est bien gérée, normalement, dans la mesure du possible, doit s'arranger pour que le besoin en fonds de roulement soit négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de dettes qu'il n'y ait d'actifs. Ah bon? Eh oui, en général. Alors pourquoi? Mais toujours faire attention à cela parce que malheureusement, les dettes, on ne peut pas les cumuler de manière régulière parce qu'à un moment donné, la sécurité sociale va vous dire non, mais par contre, ça, c'est dû. Donc, il y a l'échéance. Oui. La TVA, pareil. Donc, ça aussi, c'est dû. Il y a l'échéance. Mais un bon dirigeant doit réussir à jongler de manière régulière pour que son BFR, c'est-à-dire qu'il encaisse plus de créances qu'il ne décaisse vis-à-vis des tiers parce que ça lui permet en fait justement d'augmenter sa trésorerie. C'est un jeu de jambes. Oui. Et voilà. Il y a la trésorerie nette aussi. Ben oui, mais la trésorerie nette, justement, c'est la résultante de la variation qu'il y aura entre l'actif circulant et le passif circulant et le haut du bilan qu'on aura au niveau du fonds de roulement global. Donc, en général, on va faire fonds de roulement moins BFR. Ça va nous donner en fait la trésorerie nette dont dispose la société. Et quels sont les ratios dans l'entreprise qu'il faut absolument regarder? Alors, toujours s'interroger sur le taux de solvabilité, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à solliciter des emprunts bancaires et autres, mais il faut s'assurer que derrière, la société a la capacité de pouvoir honorer ses dettes. Surtout s'assurer aussi que les capitaux propres, justement, ne sont pas insuffisantes pour ne pas se retrouver dans une situation d'endettement. Toujours s'assurer aussi qu'on n'est pas dans une situation d'état de cessation de paiement, hein, c'est-à-dire que justement le passif devient
trop important par rapport à l'actif disponible, le passif exigible. Donc on se retrouve dans un état où en fait on a toujours du mal à payer, on ne comprend pas trop, mais c'est le moment où il faut se poser les bonnes questions. Vérifier donc la capacité d'endettement. La capacité d'endettement, c'est la capacité qui va être le plus souvent observée par les banques, par les états financiers. Donc ça, c'est déterminant. En général, on va l'analyser par rapport à la capacité d'autofinancement. Enfin, ce sont plein de terminologies comme ça qu'il faut poser comme question. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier de s'attarder sur son excédent brut d'exploitation et voir avec son expert comptable qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation. Est-ce que c'est une situation prospère et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à développer la structure. Ça veut dire que l'expert comptable est aussi un conseiller. L'expert comptable est un conseiller avant même d'être un expert comptable, puisque normalement, les chiffres sont au service les chiffres de la comptabilité sont au service du conseil. Oui. Mais très souvent, comme je le dis aussi régulièrement, on passe énormément de temps à collecter des pièces, ce qui en soi n'est pas intéressant, parce que le vrai job à la fin, c'est l'analyse qui découle du bilan. Et voilà. Il y a 2 jours, on parlait avec un autre expert comptable qui disait qu'une entreprise, après 3 ans, on sait si elle est... Viable ou pas ? Viable ou pas, c'est toujours d'actualité ça ? C'est-à-dire qu'avec la situation actuelle, la mouvance économique, je ne sais pas si on peut toujours parler de stabilité assurée au bout de 3 ans. Alors, avant, c'était vraiment valable. Maintenant, il faut voir la capacité que l'entreprise a à rebondir face à l'adversité, puisqu'en fait, il y a énormément d'éléments exogènes qui n'existaient pas et qui n'impactaient pas la structure avant. Pour moi, on ne parle plus en termes de durabilité, on parle vraiment face à la capacité de l'entreprise à se restructurer, à rebondir face à la difficulté. Donc, en théorie, 3 ans, mais dans quel contexte ? Merci donc pour ces explications nécessaires. J'espère que les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui vont regarder cette vidéo vont ce soir ou demain. De toute façon, elle est disponible en replay sur le site ZCL News, sur Canal 10 YouTube aussi. Regardez ça parce que ça crée ces épisodes. Un dernier petit point avant de prendre la deuxième pause et la deuxième séquence, l'expérimentation, le programme à venir au Collège d'Excellence Sportive. Charlie Dagonia était sur place. Ce programme à venir est un programme qui propose une éducation complète à l'orientation pour tous les élèves à partir de la 5e et jusqu'à au moins Bac+2, un peu plus si l'université est d'accord. Et c'est un programme qui leur proposera d'avoir un fil rouge pour toute leur éducation à l'orientation avec une aide à découvrir quelles sont leurs compétences. Et si on est venu aujourd'hui ici dans un lycée d'excellence sportive, c'est parce que on va chercher dans la pratique sportive toute une série de compétences qui sont très importantes pour bien réussir son orientation et bien réussir sa vie en général. Ce programme est mis en œuvre déjà parce qu'il y a une brique qui est construite dans notre académie. Il s'agit de tout ce qui concerne les métiers du domaine du sport. Et chaque académie est amenée à apporter sa brique sur ce programme avec la possibilité ensuite pour chaque académie de l'adapter dans son domaine, de l'adapter au contexte. L'idée et la chance que nous avons, c'est de faire partie d'une expérimentation qui a pour objet de créer un écosystème pour les élèves qui ont un double projet. Et c'est très important parce que ces élèves doivent prendre en compte des paramètres que d'autres n'ont pas. Quand certains vont s'interroger sur la formation et le lieu de formation, eux, ils vont s'interroger sur plus de paramètres. Formation, lieu de formation, mais aussi infrastructure, où ils vont faire leur sport. Le transport entre leur domicile, le lieu de formation et les infrastructures. Et enfin, c'est très aussi important pour eux de savoir quels sont les aménagements qui sont proposés par l'établissement scolaire. Donc, vous voyez qu'ils ont des interrogations particulières et l'idée de cette expérimentation, c'est de recueillir tout cela pour savoir comment répondre au mieux à ces élèves qui ont plus de contraintes que d'autres. Alors, c'est essentiel de rencontrer des élèves parce qu'une des particularités de ce programme, c'est qu'on co-construit le programme avec des élèves, avec des enseignants, avec des parents, avec des partenaires, de façon à être certain que le programme va leur parler, va leur être utile. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que les élèves vont participer à la construction de la brique orientation pour les sportifs, qui sera ensuite proposée à l'ensemble des académies. Donc c'est ici en Guadeloupe que ça se passe.
Et de la même façon, il y aura d'autres briques qui seront développées dans d'autres académies et qui pourront être apportées ici après. Voilà, on se retrouve tout de suite après cette deuxième pause pour la dernière séquence du ZCL News. On va parler de sport et puis on va recevoir une autrice qui a sorti un ouvrage très intéressant d'ailleurs, que je vous conseille, c'est Madame Corinne Dossa, All You Need Is Love. All You Need Is Love. À tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Je voulais dire, on va parler de roman avec Madame Corinne Dossa. Bonjour. Bonjour. Elle a publié son 5e roman, il disait All We Need Is Love. Ça rappelle une chanson que tout le monde connaît. Et puis, on va parler aussi de sport, puisque deux représentants de l'USR sont là. 60e anniversaire de ce club. Tout à fait. Oui. C'est pas le plus vieux club de la Guadeloupe quand même, non? Je ne pense pas. Donc, mais on tient nécessairement. Non, je crois que la Gauloise et le Signois sont plus anciens. Red Star aussi. Oui. Alors, je vais vous poser la question tout de suite. Quelle est la situation de l'USC en ce moment? Parce qu'il y a eu des périodes très heureuses, mais j'ai pas l'impression depuis quelques années que ça vole très haut. Ça dépend. L'USR à l'heure actuelle. On va parler du SR football, du SR athlète, du SR hand, du SR basket et même du SR cycliste. Enfin, je parlais de l'USR football. Je n'en doute pas. Il a toujours pris un petit peu de l'avant. Je vais laisser la parole au trésorier de nous dire de petits mots. Effectivement, on a connu des périodes fastes. Actuellement, nous sommes dans une période un peu moins faste, mais justement, on profite de cette période-là pour reconstruire, pour consolider, on va dire, certaines choses pour repartir. Bon, qu'est-ce qui manque à l'USR? Qu'est-ce qui manque à l'USR? Peut-être un peu de... Enfin, quand on dit l'USR au football, parce que les autres catégories, on va en parler tout à l'heure avec monsieur. Oui, mais c'est comme tous les clubs guadeloupéens. En Guadeloupe, il y a des difficultés, on va dire, des difficultés de financement, des difficultés d'engagement. On peut plus faire venir des Brésiliens? D'engagement des... Non, on n'a plus de Brésiliens. On n'a plus de Brésiliens. Il y a plus de Brésiliens depuis quelques années, je sais. Vous savez, le bénévolat maintenant, c'est compliqué. Hein, et c'est des associations qui fonctionnent en grande partie grâce à des bénévoles. Hein, et qui, donc effectivement, on a de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles, à trouver des partenaires, etc. Parce que la période là, qui est passée était très très compliquée avec la crise sanitaire. Donc voilà, mais là on est en train de reconstruire, on est en train de repartir sur un nouveau projet, donc c'est un cycle qui s'est terminé. Voilà, on travaille pour qu'un nouveau cycle reprenne et que USR Football puisse retrouver ses couleurs. Il y a quelques années de ça, je me souviens à l'époque, c'est le président qui est aujourd'hui conseiller municipal adjoint au maire, avait parlé de semi-professionnalisme à l'USR. C'est un grand projet, même avec la Ligue guadeloupéenne aussi. Est-ce que le football guadeloupéen peut rester amateur et se développer? C'est-à-dire que le football guadeloupéen ne peut pas se développer sans argent. Hein. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est ça. Hein. Voilà, donc il faut qu'il y ait une structuration, je pense, beaucoup plus globale du football guadeloupéen avec la Ligue de football, etc., pour trouver des partenaires qui investissent dans le football. Surtout les écoles de football aussi. C'est ça, qui investissent. Parce que nous, les associations, je peux vous dire, à part quelques associations, quelques clubs phares qui s'en sortent, mais la très grande majorité des clubs sont en souffrance. Sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonctionner et d'avoir une performance. Parce que c'est vrai, l'ancien président dont vous parlez, il disait souvent qu'on tourne en rond dans le football guadeloupéen. Parce qu'on gagne effectivement... le championnat régional 1, mais après, qu'est-ce qu'on a? Il suffit d'aller à l'extérieur, je vois, il y a longtemps qu'on n'a pas gagné la Martinique, longtemps qu'on n'a pas... Même en Antigua, nous gagnons maintenant. Donc on stagne, c'est-à-dire qu'on stagne dans notre football. Donc après, il faut trouver les voies pour peut-être faire un football différemment, l'organisation, la structuration du football, peut-être qu'il faut le faire peut-être différemment. C'est sur ce qu'on travaille à Sainte-Rose pour voir s'il est possible de structurer le football sainte-rosien sur l'ensemble du territoire. Et pas qu'il y ait des clubs un peu dispersés, etc., dont les moyens sont dispersés, ils sont limités, et peut-être voir une structure beaucoup plus importante et qui fédérerait... Il y a un autre problème au football guadeloupéen, c'est le fait que les clubs français viennent faire leur marché en Guadeloupe. Pour le football. Pour le football, je sais, pour le basket aussi. Pour l'athlétisme, c'est différent, mais pour le football, est-ce que c'est pas enfin, je sais pas, je pose la question, est-ce que c'est un problème, ça? Après, il y a aussi la génération, il y a aussi les jeunes, c'est-à-dire la population a changé. Les jeunes
Il y a peut-être qu'on trouve beaucoup moins, en tout cas sur le territoire de Sainte-Rose, qui veulent s'investir dans le sport, quoi. Ils ont d'autres préoccupations, etc. Il y a peut-être d'autres sports. Ils sont attirés par d'autres sports, etc. Parce qu'il y a maintenant une multiplicité d'offres de sport. Donc c'est vrai que le football, peut-être c'est moins attractif. Parce que les deux sports qui étaient en Guadeloupe, c'était le cyclisme et le football. Oui, mais toujours. Toujours. Le plus grand nombre d'adhérents, je crois que bien que le nombre d'adhérents, c'est le football. Oui, c'est le football. C'est le football. Même à Sainte-Rose, on se retrouve dans une dynamique, et c'est pour cela qu'on est en train de fêter les 60 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans, il y a eu un premier président qui a réussi à réunir tous les clubs de Sainte-Rose, parce qu'il y avait un club à la Boucan, un club un petit peu réparti, parce qu'il ne faut pas oublier que Sainte-Rose, c'est le plus grand territoire de la Guadeloupe, en dehors de Petit-Bouc, à qui on a rajouté la forêt domaniale. Mais ce que je veux dire, c'est que arriver à rassembler tous ces clubs-là, en 1963. 63, c'était ça. En 1963, c'était déjà un gros travail qui était fait. Et c'est pour ça que lors de notre manifestation, on tient justement à mettre en avant le premier président qui a permis de fédérer tout Sainte-Rose. Et pas seulement le football, puis après le cyclisme est venu, le basket, le hand, etc. C'est pour cela qu'on se retrouve 60 ans après avec des sections bien définies. Parce qu'on a essayé de rassembler tout le monde, mais ça n'allait pas véritablement. Mais maintenant, on a USR, basket, USR, football, et je pense que ça va. Maintenant, arriver à faire en sorte que les Sainte-Rosiens reviennent, surtout au niveau du football, comme c'était avant, je pense que d'ici 2-3 ans, je pense qu'on aura le club de Sainte-Rose avec des jeunes qui sont justement en formation, et c'est comme ça que l'on va progresser. Enfin, vous savez, les fondateurs de USR dont parle Alain, justement, ils ont décidé de faire cette union, parce que le club s'appelle Unité Sainte-Rosienne, du fait justement déjà à cette époque-là, 63, de certaines difficultés rencontrées par les différents clubs qui étaient dispersés sur le territoire. D'accord. Et on se retrouve un peu dans exactement le même contexte. Voilà, donc il y a des dirigeants de différents clubs au niveau du football qui sont en train également de réfléchir à cette possibilité de s'unir à nouveau autour d'un seul club. Il y a combien de clubs différents en ce moment? 4, football 4. 4 clubs quand même. Il y a l'ASR. Je crois que c'était seulement 3, mais il y a 4. Il y a l'ASR de Morne-Rouge, il y a la Juvénis de Cadette, il y a l'USR du Bourg et il y a l'Étoile filante de Duzer. Ah ouais, quand même, Mais c'est quand même, sur le territoire, ils sont quand même assez bien répartis dans la mesure où, d'un côté, on a jusqu'en haut, je dirais, Cadette, et de l'autre côté, on a Duzer avec l'Étoile filante. Donc, si on arrive... Après c'est recommencer. Après, on ne parle pas forcément de fusion, c'est-à-dire de créer un seul club avec... voilà. Mais de trouver des formes, on va dire, de coopération, de mutualisation, etc. Combien de terrains de foot qu'il y a à Sainte-Claude? Enfin, je parle de terrain opérationnel. Où on peut jouer un match officiel. Oui. Seul. Et la lumière n'est pas encore au point. On ne peut pas jouer le soir. Et on ne peut pas jouer le soir. On ne peut pas encore jouer le soir. Quand il n'y a pas de lumière, on ne peut pas jouer le soir. Bon, il faut dire ça à Baron. Non, mais il nous écoute certainement. Non, j'imagine qu'il écoute. Non, mais il y a des actions qui sont en cours pour pouvoir gérer tout ça. Oui, voilà. On lâche rien et c'est pour ça que quand on revient à la manifestation, on voulait effectivement, pour cette manifestation, montrer que tout en étant des sections à part, nous portons le même nom. Nous avons les mêmes couleurs. Et c'est pour ça, savoir d'où ça vient, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière,
unité saint-rosienne, ça vient d'où, c'est quoi, etc. Pourquoi on est jaune et rouge et pas vert et bleu, etc. Oui. Donc, lors de cette manifestation-là, cette semaine qui a commencé depuis hier avec une exposition qui a lieu... De photos, je vois. Oui, avec Alain Michino, que l'on remercie et qu'on ne remerciera jamais assez parce que c'est quelqu'un qui, dans les archives, qui maîtrise un petit peu tout ce qui est au niveau football et autres sur Sainte-Rose. Donc, arriver à fédérer tous les présidents de 1963 à aujourd'hui pour montrer l'avancement. D'accord. Voilà, c'est ça, voir un petit peu, que tout le monde sache que ça a démarré là et on a fait, voilà, les étapes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est samedi qu'il y aura le vrai temps fort, c'est samedi? Le temps fort, c'est vendredi et samedi. Vendredi, il y aura... on va commencer vendredi, bien sûr, l'exposition va continuer. On va avoir vendredi... une retraite au flambeau. D'accord. Et les roses aussi. C'est pas véritablement les roses, c'est un coup de tambour. On voulait marquer parce qu'il faut savoir que Sainte-Rose... Oui, c'est une capitale du tambour aussi. Oui, incontournable, donc un coup de tambour. Oui. Et le lendemain, on va, le lendemain après-midi, fin d'après-midi. À 17h, on va honorer justement tous ceux qui ont contribué les fondateurs, les fondateurs notamment. C'est-à-dire que chaque section, parce qu'Alain est président de USR Basket. Moi je suis président de USR Vélo. D'accord. Mais je suis également dans le football. Donc chaque section, on a décidé de choisir 5 personnes, 5 personnes qui ont marqué vraiment le club, l'histoire du club, et de les honorer, de remettre des trophées. Et aucun match, j'ai vu sur le programme. Non, il n'y a aucun match parce qu'il aurait fallu faire un match de basket, un match de foot, un match de hand, etc. C'est compliqué. Trop compliqué parce que déjà pour le hand, il n'y a pas de terrain de hand, ils jouent ailleurs. Donc il faut vraiment, l'objectif c'est de marquer, montrer qu'il y a quelqu'un qui a été président là, et puis l'évolution de l'USR. C'est vraiment l'évolution, ce qui veut dire on est parti de là, on est là. Voilà. C'est aussi pour effectivement rendre hommage aux anciens, parce que le premier président de l'USR, c'est Jean Daniel. L'ancien maire, qui a, je crois, 88 ou 89 ans, là. Ah, il est encore là. Oui, il est encore là. Et il sera là, là samedi. Il est très alerte. Il sera là samedi. Donc, on tient vraiment à honorer tous ceux qui ont contribué, qui ont donné leur temps, leur amour, leur argent, parce qu'il y a ça aussi, quand on est... pour faire que le club puisse... Juste un dernier mot. Quelle est la section qui fonctionne le mieux? Nous, on n'a pas se plaindre au basket. Vous devez entendre les résultats. On a repris un petit peu, et c'est pas aussi à ce moment-là que USR Omnisport a changé et on a pris. Donc, on fonctionne relativement bien. Relativement bien? Oui, on fonctionne relativement bien. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Oui, mais le vélo, mais le vélo, on reçoit... Les prochains 60 ans... on va parler avec quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'on sera encore là. Je pense pas. En tout cas, messieurs, merci. Et puis, bonne chance à l'USR. On sait que le club reprenne son flambeau qu'il avait porté très haut il y a quelques années. Oui, ça reviendra. Ça reviendra. Bon, très bien. De toute façon, vous avez un premier adjoint qui est quand même ancien de l'USR et en plus de la Ligue. Donc, normalement... c'est pas seulement ça, ce sont les jeunes. Il faut que l'on puisse dire une chose, c'est que ce sont les jeunes sur le terrain qui vont faire monter l'USR. Nous, on est, en tant qu'administratif, on est là pour juste les accompagner. Mais tant que les jeunes ne travaillent pas et ne donnent pas de leur sueur pour que le club monte, quel que soit le sport, on peut avoir 1000 présidents, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Et quand ils sont... ça va marcher. On l'espère. Je compte sur eux. Bien, on va parler un petit peu de livre. All we need is love. Corinne Dossa. Alors, Corinne, je disais tout à l'heure, votre ouvrage a reçu l'histoire de 8 femmes, c'est ça? Oui, c'est l'histoire de 8 femmes. Je précise d'abord que le titre est en anglais, mais le livre est bien écrit en français. Ah, il est écrit en français. Il y en a quelques-uns qui ont... C'est une chanson qui a inspiré le titre? Pardon? C'est une chanson qui vous a inspiré le titre? C'est surtout une scène que j'ai saisie. La plupart de mes romans partent d'une phrase que j'ai lue, d'une scène que j'ai saisie. Et j'ai saisi cette scène entre deux personnes de 92-95 ans. Et quand j'ai fini de les regarder, ma première pensée, ça a été...
All We Need Is Love. Et j'ai gardé, j'ai dégainé mon ordinateur. C'est la mamie Nelly, en fait. Et j'ai gardé. Non, c'est pas la mamie Nelly. Ma mamie Nelly, c'est la grand-mère de l'une des 8 amies et qui les oblige un peu d'introspection. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'ai bien envie de vous poser la question. Amour, wanyanyen, ife, et wanyanyen, lolon, l'amour, kiwou, bakassine, soyaya, zola. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je suis d'origine béninoise. Ah, d'accord. Et au début, j'ai voulu écrire juste amour et love. Et je me suis dit, ah ben non, on va changer pour une fois. On va sortir de ces mots que tout le monde connaît. Et au Bénin, il y a plus de, pour une population de 14 millions d'habitants, il y a plus de 60 langues. 60 langues? Voilà, et le béninois... Quelle est la langue principale? Le principal, c'est le fond. Les principales, c'est le fond, le mina, le goun, le yoruba. Voilà. Et je me suis dit, tiens, parmi ces 60 langues, je vais en prendre quelques-unes et mettre... Tout ça, c'est les mots... Tout ça, c'est amour dans différentes langues. Ah, d'accord. Voilà. Alors, en yoruba, c'est quoi? C'est lolon? Non, lolon, c'est en langue mina. Mina? Voilà. Alors, en yoruba, c'est ife. Ah, il fait. Voilà. Mais l'amour, quand même, c'est en guadeloupéen, ça. Pardon? L'amour, c'est en guadeloupéen. Je crois bien. D'accord. Et donc, votre roman part d'une... Vous avez dit au début, toute ressemblance avec etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Alors, oui et non. Pourquoi? Je m'explique. C'est que je suis romancière et je suis très observatrice. 5e roman, on m'a dit. Oui, voilà. Je suis très observatrice, c'est-à-dire je peux regarder ces deux messieurs et faire un roman à il y a partir peut-être quelque chose qui va me toucher. Donc, toutes mes amies se méfient de moi. Toutes mes connaissances se méfient de moi. Elles disent, dès qu'elles font quelque chose, elles disent, Corinne, on ne veut pas se retrouver dans un de tes romans. Donc, je mets ça, que toute ressemblance est fortuite, pour leur rappeler que j'ai quand même beaucoup d'imagination et que si je m'inspire de la vie... Anne, Isa, Katia, ce sont des personnages fictifs, mais en même temps, il y a un petit part de réalité. Ce sont des personnages fictifs, mais tout romancier vous dira que ces romans sont faits aussi de sa chair. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses que je saisis. Et puis, il y a un seul des personnages qui est 100% réel. Et je me suis autorisée, parce que c'est un hommage que je voulais rendre à cette amie qui est aujourd'hui partie. Mais c'est la seule qui soit 100% réelle, et c'est Laurence. Toutes les autres. Et donc, vous écrivez sur l'amour, c'est important? Oui. Là, j'ai vraiment voulu... All we need is love. Oui, all we need is love. Nous avons besoin, c'est de l'amour. Exactement, parce que je suis sûre que ces messieurs seront d'accord avec moi que c'est quand même la chose la plus importante de nos vies. Et paradoxalement, c'est une chose à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire, on tombe amoureux, on se met en couple, on commence comme ça une vie, et on se dit, bon, le Saint-Esprit va faire le reste et on va voir au fur et à mesure. Alors que pour une carrière professionnelle, on va se poser, on va dire, voilà, dans 5 ans, j'aimerais être ça, dans 10 ans, j'aimerais être à ce poste, et on va le travailler beaucoup plus que ce qui est finalement plus important. Alors, je vois quand même dans votre roman, il y a beaucoup de dialogues. Oui. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire qu'il y a plus de dialogue que de narratif, mais enfin, il y a quand même beaucoup de dialogue. Parce que les auteurs écrivent le genre de livres qu'ils aiment lire. Et moi, j'aime les livres à dialogue. Et depuis mon premier roman, le compliment qui m'est le plus fait, c'est sur la facilité de lecture et la fluidité de mon écriture. Et j'accompagne aussi d'autres à écrire leurs livres. Et je leur dis toujours, les dialogues, c'est la partie qui va donner une respiration à votre lecteur. Quand on le plonge dans des chapitres longs comme la mer, de temps en temps... Comme Zola, par exemple. Voilà, comme Zola, Maupassant et tout cela. De temps en temps, pour le faire respirer, on insère des dialogues et là, subitement, ça redescend et ça devient beaucoup plus fluide. Donc, moi, j'aime les dialogues, tout simplement. Je vous pose la question, je la pose toujours aux gens de l'Afrique qui viennent ici. C'est votre premier voyage en Guadeloupe? Est-ce que c'est mon premier voyage en Guadeloupe? Non, mais vous me cherchez querelle, là. Vous vivez en Guadeloupe, d'accord. Je vis en Guadeloupe depuis 22 ans. Depuis 22 ans? Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui vivent en Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai. Il y a souvent des réceptions béninoises qui sont faites. Moi, toujours, comme c'est la première fois que je vous vois, donc je vous pose la question. C'est pas la première fois qu'on se voit, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai déjà rencontré. Vous m'avez déjà reçu plus d'une fois ici. C'est vrai? Mais bon, j'en retiens que je ne suis pas très mémorable. Elle est extraordinaire. Non, c'est vrai. Alors, vous présentez le livre jeudi. Je présente le livre jeudi à l'Arawak. Enfin, là, maintenant, il va y avoir toute une série de cafés littéraires. Et ça va être un café littéraire et une soirée dédicace. Et j'ai demandé à des lectrices qui ont déjà lu le livre de venir aussi pour qu'il y ait des échanges. Oui, on va voir un petit peu cette vidéo, si on peut, de présentation. Ah oui, la présentation était magnifique. Absolument. Et j'ai encore une autre question à vous poser.
ganhar. Já chega de medo, tanto ódio, ninguém estranha. Ainda vamos a tempo de salvar esse mundo. Vale a pena tentar, nem que seja um segundo. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor. Valor, aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito. All we need is love, love. Beaucoup d'amour. Oui. Alors, ce que je voulais vous demander, je parlais des dialogues qui sont nombreux dans l'ouvrage. Oui. C'est pas tellement loin d'une pièce de théâtre, hein, finalement. Ah là là, vous n'aurez pas un petit côté un peu sorcier, vous, par hasard? Peut-être. Parce que je suis en train de l'écrire, la pièce de théâtre. Et c'était pas prévu du tout, hein. Mais c'est le retour des lectrices qui m'a incité à me dire, tiens, comme c'est un livre de dialogue, puisque c'est des discussions des femmes, c'est en cours actuellement. Bravo. Bon, ben, je vous dis bravo. En tout cas, c'est un livre à lire et rendez-vous jeudi à partir de 18h30, c'est ça? 18h30 à l'Arawak, à Gosier. Pas de signature prévue les jours qui viennent? Ah ben si, bien sûr. Là, il y aura la séance de dédicace. Oui. Et ensuite, dans toutes les librairies, évidemment, je ferai ma tournée des librairies et des séances de dédicace. Alors, je vous pose quand même la question que je voulais vous poser. Quand Béninoise arrive en Guadeloupe la première fois, il y a 20 ans, quel est votre premier sentiment en arrivant ici? Ah bon, mais moi, ça a été terrible parce que je suis arrivée en Guadeloupe. Je ne connaissais pas du tout. Je venais de rencontrer un Guadeloupéen. Ah. Et ça a été un coup de foudre. Mais pour le Guadeloupéen ou même pour le pays? Le Guadeloupéen, c'était déjà fait. C'est pour ça qu'il m'a emmené ici. Ça a été un coup de foudre, mais monumental, à tel point qu'ensuite, c'est moi qui ai voulu qu'on vienne vivre en Guadeloupe. Lui, il voulait qu'on aille au Bénin. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez en Guadeloupe? Je ne sais pas. Je trouvais que la Guadeloupe était le mélange parfait de l'Afrique et de l'Occident. C'est-à-dire que quand je me retrouvais ici, je trouvais que je me retrouvais comme au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Togo. Et en même temps, je trouvais que voilà, l'école, les hôpitaux, etc., tout ça, j'étais un peu comme en Occident. Oui. Et évidemment, la mentalité, j'étais absolument, totalement chez moi. Quand vous avez rencontré Justine Bénin, qu'est-ce que vous lui avez dit? On n'a pas eu l'occasion d'échanger parce qu'il y avait trop de monde autour d'elle. Oui, d'accord. En tout cas, merci Madame Doussa d'être venue. Merci à vous. Je rappelle donc, sortie de cet ouvrage, All We Need Is Love. Et je rappelle très rapidement qu'en début du ZCL, on a reçu Juliette Ferdinand et Loïc Bourdi. Ce sont deux jeunes, du coup, pour le concours d'agriculture. Et c'est très important. Ce sont des jeunes qui se lancent en agriculture. Il y en a de plus en plus. Peut-être qu'ils négligent un petit peu le football, mais dans l'agriculture, il y a quelque chose qui se fait. Evelyne Adima, on nous a parlé du bilan des entreprises. C'est très important aussi aux chefs d'entreprise de pouvoir lire votre bilan et savoir comment se porte votre entreprise. Et puis, on vient de terminer avec Alain Toroinius, voilà, cherchais, et Jean-Marc Sansiquet, tous les deux membres de l'USR, et le 60e a commencé depuis hier soir, se termine samedi, probablement très tard, puisque c'est une soirée hommage aux fondateurs anciens et personnalités membres mis à l'honneur. Et puis, rendez-vous avec Corinne Doussa, 20 ans de Guadeloupe? 22 ans. 22 ans de Guadeloupe. Oui. Et un livre qui sera peut-être une pièce de théâtre. À ce moment-là, quand vous reviendrez, je me souviendrai. Avec plaisir. Je vous remercie en tout cas. La réalisation était assurée par Riyad. Oui, un dernier mot, vous avez un dernier mot à dire? Non, ça va? Non, on invite tous les Saint-Rosiens à venir assister à notre Ils seront là, je pense, les Saint-Rosiens. Voilà. Ils tiennent à leur USR quand même. Oui. Donc, voilà, il est pratiquement 14h. On a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour une autre session du ZCL. C'est fini.